Bienvenue dans ce nouveau podcast de cheminement intérieur. Je suis Aurélien Renard, coach et enseignant en programmation neurolinguistique. Dans ce nouvel épisode, on va parler du syndrome de l'imposteur et comment retrouver la légitimité d'être soi. Tu connais peut-être ce moment-là. Tu viens de réussir quelque chose, un projet, une présentation, une reconnaissance, un compliment. Et pourtant, une petite voix dans ta tête te murmure: «Tu ne le mérites pas. Tu as juste eu de la chance. Un jour, ils vont découvrir que tu n'es pas aussi bon que tu le laisses croire». Cette voix, tu vois, elle est vieille. Elle porte souvent les traces du doute, de la comparaison ou d'une peur héritée. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et si aujourd'hui on prenait un moment pour comprendre cette voix? Non pas pour la faire taire, mais pour lui redonner sa juste place. Et c'est ce qu'on va aller explorer aujourd'hui. Alors, d'où vient le syndrome de l'imposteur? Le terme a été créé en 1978 par 2 psychologues américaines, Pauline Clancy et Susan Himes. Elle observait que de nombreuses personnes compétentes, il y avait une tendance de femmes, ressentaient un sentiment persistant de fraude, malgré les preuves évidentes de réussite. En fait, ce phénomène, il est universel. Il va toucher les étudiants, les artistes, les entrepreneurs, les dirigeants, les employés, les parents, même les accompagnants, les thérapeutes peuvent être aussi dans ce syndrome de l'imposteur. Elles le sont d'ailleurs même très souvent. Je le vois à l'école avec les coachs qui sortent de formation. C'est cette sensation de ne jamais être assez, pas assez bon, pas assez formé, pas assez légitime, et cetera. D'un point de vue neuroscientifique, ce sentiment provient d'un biais cognitif. Ton cerveau, lui, va comparer en permanence ton monde intérieur, donc tes doutes, tes peurs, tes fragilités, avec l'extérieur des autres, leur confiance, qui peut être apparente, leur réussite visible, et cetera. Tu compares ce que tu ressens à ce que tu crois qu'ils sont, OK? Je répète la phrase, tu compares ce que tu ressens à ce que tu crois qu'ils sont et forcément, bah, tu perds toujours à ce jeu-là. Je me souviens d'une coachée, c'était une gestionnaire qui était vraiment brillante. Elle dirigeait une équipe de 25 personnes, tout allait bien, tout allait vraiment bien, sauf à l'intérieur et elle me disait: «Chaque fois que je prends la parole, j'ai peur qu'il réalise que je ne sais pas, que je ne sais pas du tout». Pourtant, tout le monde la voyait compétente, inspirante et solide. Elle seule voyait la faille. Il y avait qu'elle qui la voyait. Et c'est ça le paradoxe du syndrome de l'imposteur. Les plus compétents doutent souvent le plus. Pourquoi? Parce que tu compares ton monde intérieur à l'extérieur, à l'apparence extérieure des autres. Puis il y a aussi un mécanisme inconscient du doute. En PNL, on dirait que c'est une carte du monde déformée. Tu perçois ton identité à travers un filtre de peur. Ton inconscient, lui, veut te protéger. Donc il te murmure: ne prends pas trop de place, sinon tu risques d'être jugé. Ou bien, ne te montre pas trop, tu pourrais échouer. Le syndrome d'imposteur, au fond, c'est une stratégie de sécurité. Ton cerveau, il préfère te maintenir dans le connu, donc le doute, plutôt que d'affronter la possibilité de briller. Parce que briller, bah, c'est être vu. Et être vu, bah, pour ton inconscient, c'est aussi prendre un risque, celui qui peut être d'être rejeté. Je me souviens, un de mes coachés avait un jeune coaché qui avait 24 ans, qui venait d'obtenir un poste, assez important. Puis il me dit: «Bah, je suis là parce qu'il n'avait personne d'autre». Donc il dévalorisait, d'être à cette place-là. D'une certaine manière, il était là parce que personne n'était présent. Et en creusant un petit peu, finalement, en réalité, bah, il avait été choisi parmi, je crois que c'était 90 candidats à peu près. Mais il avait une croyance: «Je ne mérite pas d'être là» et cette croyance, bah, en fait, elle pilotait son comportement.
Puis, ça avait un impact parce que pour aller chercher un petit peu cet espace-là, il travaillait 2 fois plus. Il se fatiguait 2 fois plus. Il doutait peut-être même 3 ou 4 fois plus. Non pas parce qu'il n'était pas compétent, mais parce que son inconscient voulait le protéger de l'échec. Donc c'est des situations qui arrivent et puis on va avoir 3 grands visages de l'imposteur. L'imposteur va porter un petit peu 3 masques. Le premier, ça serait le perfectionniste. Celui qui pense qu'il doit tout, 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 tout maîtriser avant d'agir, ne rien laisser au doute. Et là, lui, ce perfectionniste, il place la barre si haut qu'en fait, il ne se sent jamais à la hauteur. On a le deuxième visage, le deuxième masque, c'est le chanceux. Celui qui attribue toujours sa réussite à la chance, au timing ou aux autres. Il ne voit pas que ses efforts et sa présence ont créé ces opportunités. Et on va avoir le troisième visage, le troisième masque, le caméléon. Celui qui s'adapte à tout, mais oublie de se montrer tel qu'il est vraiment. Il croit qu'il doit jouer un rôle pour être accepté. De par ces 3 explorations, ces 3 survols de masques, je suis curieux de savoir pour toi, lequel de ces 3 visages, tu te retrouves le plus ou qui peut être le plus souvent présent pour toi dans ta vie? Le piège social, on est dans la comparaison et la performance. On vit dans un monde qui célèbre l'apparence, la productivité, la réussite visible. Les réseaux sociaux sont devenus des vitrines d'excellence permanente et cette exposition constante, crée un climat de comparaison chronique. Tu vois les réussites des autres, mais rarement leurs doutes. En fait, c'est un peu comme si tu compares ton backstage à leur mise en scène. Tu sais, ce qui se passe à l'arrière, toi dans ta vie, tu vas comparer ça avec ce que tu vois à l'écran, mais ça n'a rien à voir. Ce système social basé sur la reconnaissance externe alimente le sentiment de ne pas être assez. Et plus tu cherches la validation à l'extérieur, et plus tu t'éloignes de ta légitimité intérieure. C'est comme si tu remettais ta valeur entre les mains du monde, plutôt que de ton propre cœur. Puis un regard aussi systémique sur tout ça, hein, quand le doute devient un certain équilibre. En systémie, chaque comportement a une fonction. Le doute que tu ressens n'est pas nécessairement un ennemi, c'est souvent un régulateur d'équilibre dans ton système intérieur. Je te donne un exemple. Si enfant, on t'a appris à être modeste, ton inconscient, lui, croit que douter de toi te protège de l'arrogance. Si tu te souviens d'un environnement où il fallait faire ses preuves, le doute est resté comme un réflexe d'appartenance. Mais à force de douter, tu oublies que tu as le droit d'exister pleinement. Ça me fait penser à une coachée que j'ai accompagnée. Elle doutait, le doute était présent pour elle depuis toujours, comme elle le nommait. Et en explorant tout ça, au bout d'un moment, elle m'a dit: «Si je crois trop en moi, j'ai peur de devenir comme mon père, arrogant». Son doute, en fait, la protégeait d'un extrême de qui elle était. Et pour elle, c'était un équilibre, d'une certaine manière systémique. Puis tu sais, dans l'épisode, du stoïcisme, l'épisode juste avant, je parle du travail stoïcien, mais en fait, ça rejoint ici les visions systémiques. Plus tu apprends à observer tes émotions sans t'y identifier directement, et plus tu accèdes à un espace, d'empuissancement. D'ailleurs, l'empuissancement intérieur, ça permet de passer de la peur à la création. Quand tu reconnais ton syndrome d'imposteur, tu ouvres une porte vers une conscience plus fine, celle de ta valeur d'être. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de prouver ta légitimité. Tu n'as pas à mériter ta place. Tu as simplement à te souvenir que tu la possèdes déjà. Et à chaque fois que tu décides de ne plus te comparer, donc de sortir de cette position d'une certaine manière de victime, et puis ça, on pourra explorer ça dans un prochain podcast qui va parler du triangle de Karpman, et comment justement sortir de ce triangle du victime, bourreau, sauveur. Et donc lorsque tu sors de cette position de victime, tu redeviens créateur. Tu reprends le gouvernail de ton monde intérieur. Et dans cet espace, tu n'agis plus pour te faire accepter, tu agis pour contribuer. Et c'est là où est la grande différence. Et j'aimerais te partager une petite expérience. En PNL, on apprend que notre, carte mentale définit notre réalité. Changer ta carte, c'est changer ta vie. Voici un exercice très simple.
je vais t'inviter à ce que tu fermes les yeux tranquillement, puis que tu visualises une situation où tu t'es senti imposteur. Ressens l'émotion. Et maintenant, imagine-toi dans le corps de ton futur toi, confiant, serein, aligné, et observe-toi à travers les yeux de cette personne-là, de ton toi, de ton futur toi qui va être justement dans cette puissance, cette confiance, cet alignement, ce calme. Observe-toi. Et qu'est-ce que tu te dirais dans cette situation? Comment tu respirais? Quel serait peut-être même le ton de voix que ton toi aurait avec toutes ces ressources? Et en fait, ton cerveau, lui, il va enregistrer cette expérience comme une vérité naturelle. Donc je t'invite vraiment à là on l'a survolé ensemble, mais je t'invite vraiment à prendre le temps de peut-être refaire cet exercice-là pour faire en sorte de voir comment ça va pouvoir créer une nouvelle connexion neuronale et ajuster un état interne positif. Et comme à l'accoutumée, tu sais que j'aime bien ensuite, te partager des petites clés. Clé numéro 1, reconnais la voix de l'imposteur. Tu sais, réussir à la reconnaître et à la différencier de toi, ça va permettre d'avoir un edge, un levier pour réussir à te détacher de ça. Le syndrome de l'imposteur, il devient dangereux quand on confond en fait notre propre voix interne critique avec notre propre voix, identitaire. Cette voix-là, elle n'est souvent qu'une mémoire émotionnelle. Comme je disais, c'est une vieille programmation issue du passé. Et même le reflet de quelqu'un d'autre, des fois, ça peut arriver. Là, l'objectif n'est pas de la faire taire, mais c'est de la reconnaître comme une voix distincte, un mécanisme automatique, pas une vérité. L'idée, c'est vraiment, tu sais, d'avoir des flags là, qui s'activent lorsque tu identifies que c'est ta voix de l'imposteur qui est en train de prendre le pli. Et puis, quand tu as la voix du doute qui apparaît, prends le temps, tu respires, observe, écoute cette voix. Et tu peux te poser cette question. Demande-toi, est-ce que cette pensée m'appartient réellement? Et ce simple recul, en fait, va créer comme une genre de dissociation. Et puis, ça va te permettre de pouvoir reprendre le pouvoir dans tes mains. Et une deuxième clé aussi qui peut être intéressant, c'est de rééduquer ton cerveau avec un journal de preuves. J'en parle souvent, tu sais, de journaling, ce genre de choses. Le cerveau retient plus facilement le négatif que le positif. C'est un biais de survie, c'est normal, c'est naturel. L'humain est fait comme ça. Et le syndrome de l'imposteur, bah, lui, il prospère quand tu ne stockes pas tes réussites. Prends un journal de preuves qui permet de reprogrammer ton cerveau et ton système nerveux en l'habituant à reconnaître ta propre légitimité. Donc, par exemple, tu peux avoir un petit temps de pratique, tu as ton carnet, puis chaque jour, tu notes tes réussites, tes progrès, un geste de courage, un feedback que tu as reçu. Et là, en fait, tu vas continuer à entraîner ton cerveau à voir ce qui est déjà là, plutôt qu'à amplifier ce qui manque. Clé numéro 3, la technique du comme si. J'en avais déjà parlé dans un autre podcast. Heu, agir comme si tu étais déjà la personne que tu veux devenir permet de transformer ton état interne plus rapidement que n'importe quel discours mental. Tu installes un comportement et ton système nerveux, lui, il modélise la version de toi qui sait déjà, qui peut déjà et qui est déjà. Donc vraiment, mets-toi dans ces baskets de se dire: «Ça fait 100 fois que j'ai réussi ça. Si j'avais déjà réussi 100 fois, comment je parlerais? Comment je me tiendrais? Comment, je déciderais?» Et ton comportement va changer. Tu fais vraiment comme si tu l'intègres à ton mieux que tu peux. Quatrième clé, revenir à ton intention et non pas à ta perfection. Le syndrome de l'imposteur, lui, il s'active quand tu te concentres sur: «Suis-je assez?» Il s'apaise quand tu reconnectes à: «Qu'est-ce que je veux apporter?» L'intention réoriente ton attention du moi vers l'impact. Elle réactive ton cœur plutôt que ton mental. Elle te ramène là où tu es vraiment présent. Donc ramène-toi dans cette observation de se dire: «OK, quelle est mon intention ici? Qu'est-ce que je veux offrir?»
et ça peut justement faire, disparaître les quêtes de performance. Clé numéro 5, entoure-toi de miroirs qui reflètent ta valeur. Ton environnement influence ton identité. Les mots, les attitudes et les énergies autour de toi deviennent des reflets internes qui façonnent ton estime. Le syndrome de l'imposteur, lui, il s'épanouit dans un environnement critique et il disparaît dans les environnements soutenants. Donc, identifie les personnes qui te tirent vers le haut, celles qui t'épuisent, celles qui te minimisent, celles qui amplifient ton être. Et demande-toi, qui mérite réellement d'être une référence dans ma vie? Cette simple question peut vraiment avoir un impact significatif. Changer ton cercle, oui, il y a peut-être des ajustements à faire, il y a peut-être des personnes à prendre un peu de distance, des personnes avec qui tu vas continuer à lier des liens, mais c'est ce qui est le mieux et le plus juste pour toi. Changer ton cercle, c'est changer ton discours interne. La clé numéro 6, lâche la toute-puissance. Tu n'as pas à tout maîtriser. Le syndrome de l'imposteur se nourrit de la croyance que, pour être légitime, je dois tout savoir. La vérité, la légitimité naît dans la congruence, dans la sincérité, de la curiosité, pas de l'omniscience. Accepte de ne pas tout savoir. C'est accepter d'être un humain en évolution, dans un cheminement et non une machine. Puis quand tu es dans une situation comme ça, soit dans l'ouverture de tes connaissances, OK, je suis d'accord, je ne sais pas encore. Engage. Soit dans le fait de dire: «Je vais aller vérifier» et puis soit dans le fait d'aller, peut-être explorer et reviens avec une réponse. Tu vas avoir un processus qui va te permettre de développer aussi de la crédibilité sans te sacrifier au perfectionnisme. On a le droit de pas savoir, on a le droit d'aller chercher l'information, on a le droit de retransmettre l'information une fois qu'elle est trouvée. Clé numéro 7, utilise ton corps comme ancrage physiologique. Je le dis souvent, hein, mais ton corps influence directement ton état mental. Une posture fermée amplifie le doute, alors qu'une posture d'ouverture renforce la présence. La neuroscience parle de feedback postural et montre que la posture influence les neurotransmetteurs liés à la confiance. Donc, lorsqu'il y a des moments où tu sens que il y a cette partie-là qui est en train de prendre plus de place, de doute ou de d'imposteur qui est là, tu te sens imposteur, redresse ta posture, respire profondément, ancre-toi avec assurance et répète mentalement: «Je suis à ma place» et là, ton corps devient ton allié. Clé numéro 8, découvre les loyautés inconscientes en fait qui alimentent ton doute. Le syndrome de l'imposteur n'est pas toujours personnel, comme on le disait, il peut être systémique, culturel, familial, héritage psychologique, environnement professionnel, expérience du passé. Je t'invite à identifier ces loyautés cachées. Identifier ces loyautés cachées, c'est libérer la partie de toi qui croit encore qu'elle n'a pas le droit de réussir, de briller ou d'être visible. Tu as une question qui peut permettre de faire une différence. À quand ou à qui suis-je encore loyal quand je doute de moi? Je la répète parce que c'est une question impactante. À quoi ou à qui suis-je encore loyal quand je doute de moi? Et à ce moment-là, tu te déverrouilles d'anciennes entraves internes. Clé numéro 9, déconstruis l'illusion de la perfection. La perfection, c'est une norme sociale artificielle. Elle n'existe pas. Et pourtant, elle crée chez beaucoup un sentiment d'infériorité permanent. Le syndrome de l'imposteur s'effondre quand tu réalises que personne ne maîtrise tout. Personne n'est confiant tout le temps. Personne ne vit sans doute. Tu n'es pas en retard. Tu es en chemin. Donc choisis plutôt la progression que la perfection. Et la clé numéro 10, la dernière clé, l'action, c'est un peu l'antidote le plus puissant. La confiance ne précède pas l'action. Elle en est la conséquence. Chaque micro-action est une preuve envoyée au cerveau de «je peux». En agissant même un petit peu, tu diminues l'intensité du doute et tu augmentes la perception des compétences. Un vaut mieux que zéro. En conclusion, tu n'es pas une imposture, tu es une ascension en cours. Le syndrome de l'imposteur n'est pas une preuve de faiblesse, c'est une preuve de croissance. Il apparaît précisément quand tu t'apprêtes à sortir d'une ancienne version de toi. Tu doutes parce que tu t'étires, tu trembles parce que tu évolues, tu hésites
parce que tu deviens plus grand que le personnage que tu incarnais jusqu'à là. Et si tu n'étais pas en expansion, tu ne douterais pas autant. Alors respire, accueille, avance. Parce que tu n'as rien d'une imposture. Tu es une évolution, une renaissance, une montée en puissance. Et la seule chose à laquelle tu dois vraiment renoncer, c'est à l'idée que tu n'es pas digne de devenir la personne que tu es déjà en train d'être. Pour terminer cet épisode, j'aimerais prendre une carte question. J'ai créé un jeu depuis quelques années qui s'appelle Chemin intérieur. C'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré le nom de ce podcast-là, Cheminement intérieur. C'est des cartes questions avec différentes thématiques. Et je vais en piger une au hasard et je vais t'inviter à ce que tu puisses prendre le temps aussi d'y répondre. Et la carte en question, c'est quelle est la réalisation dont tu es le plus fier cette année? Je t'invite à continuer à penser à cette question, quelle est la réalisation que tu es le plus fier cette année? Je t'invite aussi à continuer à laisser déposer, grandir ces apprentissages, ces questions, ces outils en lien avec le syndrome de l'imposteur. Sois dans la curiosité, laisse-toi surprendre et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Cheminement intérieur.